Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tant qu'il y aura du Wi-Fi avec un épisode dédié au rétro gaming, aux jeux vidéo, pour ceux qui aiment découvrir l'histoire du jeu vidéo avec mon invité Philippe Dubois. Mais au sein des pays un peu puissants qui représentent véritablement l'Europe, eh bien on était jusqu'à présent le seul pays dans lequel il n'y avait pas de musée du jeu vidéo. Pour le musée du jeu vidéo de l'association MO5, je suis bénévole en fait. Okay. Personne n'est payé, il n'y a aucun salaire, tout le monde est là à titre gracieux pour justement que cette culture du numérique et du jeu vidéo puisse persister. Voilà. Est-ce qu'on devrait justement raconter l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo aux jeunes enfants à l'école? Il n'y a jamais eu de plus grand danger à la surface de la planète depuis l'avènement du dématérialisé dans le jeu vidéo. Et je lui envoie les photos, et il me dit « Mais Philippe, tu as dans ta main 17 000 € minimum. » Dans les pièces que vous avez les plus rares, en jeu vidéo, vous avez quoi de plus rare dans le musée du jeu vidéo qu'on pourrait voir, qui coûte le plus cher? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tant qu'il y aura du Wi-Fi avec un épisode dédié au rétro gaming, aux jeux vidéo, pour ceux qui aiment découvrir l'histoire du jeu vidéo avec mon invité Philippe Dubois. Bonsoir. Alors on te présente comment? On te présente comme le fondateur, président de MO5 et désormais du musée du jeu vidéo. Et maintenant, un des directeurs ou responsables du musée du jeu vidéo. Ouais, alors ça c'est la classe. Déjà on peut représenter MO5. MO5 c'est quoi? Donc MO5 c'est une association loi 1900 à but non lucratif qui existe depuis 2003, depuis 23, bientôt 24 ans. Que j'ai fondé avec plein d'amis, un groupe de collectionneurs, de journalistes, de chercheurs, d'étudiants, enfin voilà, tous les gens déjà intéressés par le rétro gaming dans les années 2000, réunis sur Paris et qui avons mis en fait ensemble cette volonté de participer à la création d'un musée d'envergure nationale dédié au rétro gaming pour préserver notre culture du jeu vidéo et de l'informatique. Donc l'idée c'est de conserver l'histoire des jeux vidéo et de rassembler toutes les pièces. Jusqu'à maintenant vous étiez une association qui récupérait des pièces. Moi je sais qu'à chaque fois vous venez me voir, est-ce que tu peux donner ton Amiga, est-ce que tu peux donner ton Atari, faire un don à l'association, ce genre de choses. Ouais, c'est ça qu'on t'a pas trop lobbyé. Non ça va. Mais oui, non, effectivement depuis notre création et même bien avant, en fait cette idée si tu veux de devoir. C'est un devoir, en fait, que l'on s'est mis en tête, le devoir de conserver notre mémoire et notre culture du numérique. Tout ce qui est lié à l'avènement du numérique dans notre société et pour nous, revêt pour nous une importance capitale. Et c'est une idée qui m'est venue dans la tête, tu vois, en 1993, donc ça remonte vraiment très, très loin, plus de la moitié de ma vie. Et en 98, et donc, il y a eu la naissance du site web MO5, et qui est devenu l'association 2003 mo5.com, voilà. Mais et cette idée en fait fédératrice qui est de mettre le maximum de personnes ensemble, quelles que soient les compétences, le niveau, l'âge, peu importe, tu vois, du moment qu'on est tous attirés ou fans ou qu'on a un attrait par rapport au numérique. Tout le monde peut venir. Mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde est bienvenu. Par nature. J'ai envie de dire que tout utilisateur ou curieux qui a un attrait par rapport au numérique, sachant qu'on utilise tous du numérique dans nos vies, a priori, je pense, que ce soit du jeu vidéo ou plus sérieusement dans l'informatique, dans son métier ou tu vois, des choses comme ça, professionnellement. Eh bien, en fait, tous ces gens-là devraient être sensibles en fait, à notre message qui est qu'il faut préserver ce pan de notre culture qui est à la fois... Quelque part, le numérique est le média situé dans notre société qui est le plus moderne, mais c'est aussi le plus fragile, celui qui disparaît le plus rapidement. Oui, puisqu'on les met à la casse, on les met à poubelle. On les préserve mal ou pas, et beaucoup de gens ont mis, peut-être moi aussi d'ailleurs, il y a très longtemps, des machines à la casse parce que elles étaient trop anciennes, trop vieilles, trop désuètes, trop ce que tu veux. Et après, le problème, c'est qu'on les refabrique plus. Et ça ne se refabrique plus, ça ne se retrouve plus, ça devient potentiellement extrêmement rare. On pourra peut-être en reparler plus tard. Le rétro gaming a une cote extraordinaire que personne n'avait prévu, je pense, il y a 20 ans de cela. Et parce que simplement, les items liés à cette culture du rétro gaming se raréfient et deviennent des objets d'art, en fait. Alors justement, l'aboutissement de tout ça, c'est l'ouverture du musée du jeu vidéo. Exactement. Fait par MO5. Alors déjà, il est où, ce musée? Alors, ce musée, il est dans la ville d'Arcueil. Ok, donc en région parisienne. En région parisienne, voilà, quelques minutes... en RER du centre de Paris. Et il est dans un bâtiment qui est assez amusant pour nous, puisque c'est l'ancienne mairie d'Arcueil, qui est un immense bâtiment qui date de 1960-70, tu vois, il est vraiment dans le jus. Combien de mètres carrés?
Alors, le bâtiment total, je n'ai pas les plans en tête, mais il doit faire 5000 ou 6000 mètres carrés. Il est gigantesque. C'est énorme. Et le musée, énorme. Alors le musée, il fait combien ? Le musée, dans une première phase, parce qu'il faut bien comprendre que là, on ouvre donc dans... demain, je suis bête. On ouvre demain, voilà, le samedi 13 décembre, à 14h. Alors, c'est au moment où on enregistre ce podcast. Voilà, il n'est pas encore ouvert, mais il va ouvrir. Il va ouvrir voilà. Demain après-midi. Et il ouvre dans une première version. En fait, c'est le stage 1, tu vois, c'est comme un jeu vidéo. Okay, ouais. Il y a un premier stage du musée du jeu vidéo. Avec ce premier stage, il ouvre sur 1200 mètres carrés. C'est énorme déjà. Ce qui est déjà pas mal, hein. Sachant qu'il y a d'autres espaces réservés, on peut en reparler après, à la partie, on va dire, back-office du musée. C'est-à-dire qu'un musée du jeu vidéo complet pour nous, il y a effectivement beaucoup de machines, il y a 140 postes, des consoles, des micro-ordinateurs, des bandes d'arcade. On peut jouer ? Mais il est entièrement interactif. Donc on peut jouer aux vieilles consoles, aux vieux ordinateurs, à des vieux jeux. Exactement. Okay. C'est le principe même et c'est ce que porte le message depuis 2003 de ce que porte l'association MO5. Surtout une exposition que nous avons organisée et que nous organisons toujours. Malgré la présence du musée de jeux vidéo, les gens nous rencontreront, comme on s'est rencontrés encore à la Paris Games Week. Exactement. Et bien, en fait, on continuera de participer au grand salon de culture populaire pour représenter l'histoire du gaming. Donc, on découvre toute l'histoire du jeu vidéo. Voilà. Là, sur 1200 mètres carrés, on a donc à peu près 140 postes jouables. Et ça part de 1958 avec Tennis for Two. Et ça se termine en 2014, je crois, avec des kiosques commerciaux PlayStation 4. Tu vois, donc on parcourt une grande lignée. C'est sûr qu'il est censé évoluer avec le temps et peut-être à long terme prendre les 6000 m², puisque le rétro gaming avance dans le temps. Exactement. Et là, on joue à la PS5 et la Xbox Series, mais dans quelques années, avec la sortie de la PlayStation 6 ou PlayStation 7, ça sera du rétro gaming aussi. Oui. Tu vois, on nous pose souvent la question, mais est-ce que ma console, tu vois, au salon, est-elle rétro ? Voilà. Ah, c'est la bonne question. À quel moment on décide du rétro ? Moi, j'ai une réponse à ça. Moi aussi. Alors, c'est quoi la réponse ? Je te donne la mienne et on va confronter la tienne. La nôtre, c'est l'association MO5, c'est que du moment qu'une machine n'est plus commercialisée par son constructeur, elle tombe pour nous immédiatement dans le rétro gaming. Ah, c'est juste la commercialisation pour vous ? C'est juste la commercialisation pour pour moi, c'était la commercialisation et le service après-vente. Et pour moi, j'estimais deux générations de consoles sur un même constructeur, 2 générations de consoles, on considère que c'est du rétro gaming. Tout à fait. Tu vois, donc après, là, on est à la PS5, la PS4, c'est pas encore du rétro gaming pour moi. D'accord. C'est la PS3 qui l'est. Quand il y aura la PS6, la PS4 deviendra rétro gaming. Ah ouais. C'est une théorie. Après, c'est vous les spécialistes. Non, mais là-dessus, tu vois, il n'y a pas de règle d'or, mais... Voilà, nous on estime pour faciliter les échanges, parce que notamment ta notion de SAV, elle est peut-être pas si évidente que ça à checker, tu vois, ou à confronter à la réalité. Et selon les pays, d'ailleurs, ce ne sera pas les mêmes, ou les continents. Donc, c'est peut-être plus compliqué, mais à voir. Voilà. Alors, j'ai une question par rapport au pays. Est-ce que les musées du jeu vidéo, ça existe ? Ouais, j'ai plein de questions. Est-ce que ça existe dans les autres pays ? Le rétro gaming ? Non, pas le rétro gaming, je sais que ça existe dans tous les pays du monde. Oui. Après, avec des affinités différentes selon les pays. Je sais que j'étais parti aux États-Unis pour l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo à Los Angeles, et on allait dans des boutiques de rétro gaming les jours de congé. Feu E3, que ça n'existe plus. Mais il paraît que ça va revenir à Las Vegas. Ah ouais. Ouais, mais ce sera un peu plus B2B. Mais on allait dans les boutiques de jeux vidéo, parce que à la jour de congé... on travaille pas. Et du coup, on allait là-bas et on discutait avec les vendeurs. Et ils nous disaient, sur la côte Est, ils ont une mentalité différente du rétro gaming que sur la côte Ouest. C'est-à-dire, côté New York, ils préfèrent la nouveauté et tous les vieux jeux, ils vont les jeter. Alors que côté Los Angeles, ils sont beaucoup plus attachés au passé. Et justement, ils récupèrent les jeux qui sont jetés de l'autre côté pour aller les revendre et tout ça. Mais justement, ma question, c'est est-ce que ça existe, un musée du jeu vidéo dans d'autres pays ? Bien sûr. En fait, il faut bien se rendre compte que notre musée du jeu vidéo, à l'association MO5, vient combler un manque cruel et évident de manque d'édifices de stature nationale dédiés aux jeux vidéo et son patrimoine. Ah, pourquoi il n'y avait pas ça ? Pourquoi il n'y avait pas ça jusqu'à maintenant ? Jusqu'à présent, si tu veux, et pour répondre à une autre question que tu avais peut-être en tête, je ne sais pas, c'est que notre musée de jeux vidéo à l'association MO5 n'est pas du tout le premier musée de jeux vidéo qui a été créé en France. D'accord. C'est, on va dire, peut-être le 3e. Ah, ok. Et ils sont où les autres ? Eh bien, les 2 autres, la raison, ils ne sont plus en France, ou ils sont morts. Voilà. D'accord, ils se sont arrêtés. Ça a été très problématique. Il y a eu, il y a très longtemps, un musée au sommet de l'Arche de la Défense, qui s'est intitulé d'ailleurs aussi musée de jeux vidéo, mais qui était une initiative privée commerciale et qui n'avait réellement pas du tout... Éphémère.
C'était très éphémère et surtout, ils n'avaient pas du tout une volonté d'être patrimoniaux, c'est-à-dire de s'occuper réellement du patrimoine et de la culture. Voilà. Mais en France, là, vous êtes les seuls. Alors en France, du coup, pour l'instant, nous sommes les seuls. Vous êtes les seuls. Je peux quand même citer aussi le Pixel Museum, qui était à Schiltigheim en 2017, 2018, quelque chose comme ça. Ouais. De tête, hein, je me trompe peut-être. Et dans le monde, il y en a d'autres ou pas? Et oui, mais comme je te le disais, en fait, du fait de la disparition de ces musées, quelle que soit leur qualité et leurs défauts, hein, on ne va pas les juger maintenant, mais en tout cas, ils ne sont plus là. Donc nous sommes... Pour demain, en tout cas, nous serons le seul musée de jeux vidéo ouvert en France dédié à ce média. Mais en fait, partout autour de nous, il y a des musées de jeux vidéo. C'est incroyable. Pour même t'expliquer un petit peu plus en détail, c'est que à la sortie du Game Story au Grand Palais, où tu es peut-être allé. Oui, je suis allé, oui, tout à fait. Eh bien, qui était un des plus beaux sacres à l'époque qu'on ait pu offrir aux jeux vidéo grâce au partenariat avec la Réunion des musées nationaux. Tout à fait, c'était très beau. Institution publique culturelle qui normalement crée des expositions sur Monet, Renoir, etc., Picasso, et là qui traitait du jeu vidéo. Donc c'était un réseau culturel absolument incroyable. Donc Game Story a eu un retentissement mais incroyable sur le sol national, et j'ai pu même te dire d'ailleurs que l'image même institutionnelle du jeu vidéo a changé grâce à Game Story depuis 2011-2012. Voilà. Et il s'est passé qu'à la sortie, j'étais moi-même un des co-commissaires d'exposition, et à la sortie du Grand Palais de Game Story, j'ai été approché par deux personnes en fait, qui sont en fait les créateurs du Computerspiel Museum de Berlin, qui est donc le premier musée européen du jeu vidéo, qui est à Berlin, et de la Fondation Vigamus, qui s'est transformée en musée Gamme dernièrement, à Rome. Ok. Voilà. Ah, il y a un musée du jeu vidéo à Rome? Tout à fait. J'ai été à Rome, j'aurais adoré là-bas. Dans le Vieux-Rome, carrément? Ouais. À côté des églises et des vestiges romains? Oui, tout à fait. C'est pas vrai. Et donc, ces musées existent depuis maintenant très longtemps. Et en fait, ces deux personnes-là, donc l'Allemagne, si tu veux, et l'Italie rejoignent la France pour créer la première fédération européenne dédiée au projet de musée en Europe. Ok. Voilà, qui s'appelle IFGAMP. Tu vas sur ifgamp.eu. Tu vois. Donc c'est vraiment structuré. Il y a vraiment. Structuré. Il y a un réseau international de projets de musée. Et vous faites quoi? Vous échangez des consoles j'ai un Vtrex en trop. Peut-être pas tant des machines, ça pourrait, mais c'est plutôt surtout de l'aide juridique, institutionnelle, comment protéger l'accessibilité aux œuvres diffusées dans le musée, comment faites-vous pour dealer avec les ayants droit, avez-vous le droit à l'image. Donc tout ça, c'est un projet de longue date. Alors parce que moi, je vais être franc. Oui. Moi, je te connais depuis longtemps, depuis 2003. On se connaît depuis 2003. Parce que j'ai commencé sur Game One en 2003. En 2002. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Et je reste... 22 ans, mon vieux Julien. Oui, exactement. Voilà. Non, mais je reste un observateur lambda. Et c'est vrai que j'ai vu plein de news. Ah, il y a un musée du jeu vidéo, Odyssée. Ah, et machin, vous faites un musée. Je me dis, il y a plein de musées de jeux vidéo comme ça. Et c'est dans lequel il faut aller. Donc, je me suis dit, vous, MO5, vous existez depuis des années. Vous êtes dépêché d'en faire un, ou ça vous a mis une petite piqûre de rappel parce qu'il y avait un autre qui est arrivé? Non, pas tant, non. C'est réellement que je puis même te dire que... C'est un projet de longue date, en fait. L'idée de créer un musée de stature nationale, j'insiste, dédié, institutionnel, dédié à la préservation du patrimoine numérique, c'est une idée fondatrice depuis 1996. Ok, donc ça fait longtemps. Très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on y travaille. Et ça fait à peu près, je dirais, 15-16 ans qu'on a des rencontres régulières, notamment avec le ministère de la Culture ou d'autres institutions nationales, la BNF, qui est un partenaire, le CNC, l'INA, etc. Alors, la Banque nationale de France, la BNF, il faut rappeler quand même que... Bibliothèque. J'allais dire la banque, mais non. Mais pourquoi j'ai dit la banque? Parce que pour moi, c'est une banque... Mais non, pour moi, c'est un peu une banque. Il faudrait faire un Casa des Papel spécial ça. Pourquoi? Parce que chaque jeu vidéo qui sort dans le commerce, il garde une version boîte du jeu à la BNF. Donc pour moi, c'est une véritable banque, parce qu'il y a tous les jeux rares. C'est une banque du jeu vidéo, on peut le voir comme ça. Voilà. Moi, ça me va très bien. N'importe quel éditeur, constructeur qui sort un jeu, il y a une version qui est préservée là-bas, c'est ça? Oui, c'est le dépôt légal depuis 1992. C'est génial. Qui demande à tous les éditeurs, et quelle que soit leur nationalité de base, mais ils ont souvent les gros une antenne en France, en fait, de livrer au moins 2 exemplaires, quand c'est possible, à la BNF pour qu'ils soient enregistrés et préservés. Ça, au musée, vous faites pas ça? C'est plus les machines, les consoles? Non, on va tout faire, en fait. Vous allez faire ça aussi maintenant? Oui, tout à fait. Mais je peux même te dire d'ailleurs qu'on le fait au sein de MO5 depuis toujours aussi, puisque on doit avoir
allez, de tête comme ça, on doit être à la tête d'une collection de 32 000 jeux vidéo actuellement. Ok. Voilà, une des plus grosses collections du monde. Avec des jeux vidéo sur tout support, hein, depuis les cassettes, il y a même des vinyles, des bandes audio, des disquettes, tous les formats, des cartouches évidemment, des CD, des DVD, des Blu-ray, machin, tout ce que tu peux bien imaginer. Donc non, on fait absolument tout. Et sur le point, il faut effectivement peut-être insister. Alors d'une part, c'est que il y a beaucoup de questions en une seule, dans tout ce que tu viens de dire. Je suis très... pour plein de revenir questions un petit peu en ici. arrière, si jusqu'à présent en France, il n'y avait plus de musée de jeux vidéo, donc demain, il y en aura de nouveau un premier, voilà. Et puis on l'espère évidemment pour toujours. Il y a évidemment le projet Odyssée, Tout à fait. qui est censé ouvrir en 2028. Donc, qui a fait une grosse levée de fonds, avec financement. Qui sera peut-être le deuxième musée du jeu vidéo en France, et c'est tant mieux. Tu vois, parce que mais vous l'avez pas fait parce que celui-là il a fait du bruit avec un financement participatif. Parce qu'avoir les locaux de l'ancienne mairie d'Arcueil, j'imagine, ça se fait pas en 3 semaines. Non, c'est un deal qu'on a, je peux le dire, c'est pas très important. Mais de toute façon, les élus de la ville nous connaissent tous. Ça fait 7 ans qu'on négocie avec la ville d'Arcueil pour tenir en lieu, tu vois. Donc, c'est long, 7 ans. C'est très long parce que tout prend beaucoup de temps. Après, France, c'est très compliqué. Si on compare avec le projet Odyssée, vous avez des philosophies différentes, c'est ça ? Complètement. De ce que nous en savons du projet Odyssée, si tu veux, nos musées, lorsqu'ils naîtront, lorsqu'ils seront tous les deux à la surface française, on va dire, nationale, seront certainement très différents. Voilà. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Bon, il y aura des philosophies différentes, mais il y aura plus de musées pour les fans de jeux vidéo, et ça, c'est pas plus mal. Mais oui, ce que je voulais te dire, et ce qui est très important que les gens comprennent, c'est que entre une situation où jusqu'à il y a quelques semaines, il n'y avait plus du tout de musée de jeux vidéo en France, et une situation où de demain jusqu'à 2028 et X, il y aurait peut-être 2 musées de jeux vidéo, il vaut bien mieux qu'il y en ait 2 ou X ou plus. Bien sûr, même plus. Qu'il y en ait dans le sud de la France, qu'il y en ait un peu partout. Parce comme que ça. La remarque, tout à l'heure je te parlais de l'EFGAMP, donc cette fédération européenne qui travaille depuis 2013 avec les députés européens pour faciliter l'accessibilité aux jeux vidéo dans les structures institutionnelles publiques, nationales. Oui. Voilà, qu'on puisse jouer aux jeux vidéo anciens sans être embêté par des ayants droit internationaux. C'est quand même ça, la loi. Et bien en fait, cette fédération européenne, il y a plein de membres. Si on va sur le site actuellement, je crois qu'on est à 22 membres, ou 16 ou 18, ou près d'une vingtaine de membres. Et dedans, il y a des bibliothèques nationales de Suède, de Finlande, il y a le Home Computer aux Pays-Bas, il y a le Computerspiel, donc je l'ai dit, à Berlin, la Fondation... Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a plein. Et Génial. en fait, en France, on est presque un des... Pour les pays, au top de l'Europe, et encore, d'ailleurs, ça ne veut rien dire finalement, mais au sein des pays un peu puissants, qui représente véritablement l'Europe, on était jusqu'à présent le seul pays dans lequel il n'y avait pas de musée de jeux vidéo. Et est-ce que la France, justement, c'était un paradoxe ? Parce que la France, j'ai l'impression, c'est un grand consommateur de rétro gaming. Elle est première. En première, il n'y en avait pas de musée. Et non. Non, parce que manque de soutien, manque de compréhension, manque d'intérêt à plusieurs étages, institutionnels ou pas. Enfin, parce que c'est très compliqué en France de créer quelque chose. Et surtout que, alors ça c'est très personnel ce que je veux dire, et ça n'emporte pas forcément. D'ailleurs, le vote, je n'exprime pas forcément l'idée ou ce que pourrait bien dire l'association de manière globale, MO5, mais personnellement, j'estime que le numérique est assez mal traité en France depuis les années 80. Voilà. C'est vrai. On a failli inventer Internet, on a inventé le Minitel, on a inventé le micro-ordinateur. On a des startups, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on n'a pas les GAFAM, comme on dit. Voilà, il n'y a pas de GAFAM, déjà ce qui est un signe. Il y a 6 GAFAM, et en fait, ou 7 ou 6. On rappelle, eux, ils ont Google, ils ont Facebook, ils ont le groupe Meta. Voilà. Et il n'y a aucun Français. Alors que à la fin des années 70-80, on était parmi les champions du monde. C'est dommage, on était à ça avec le Minitel. Ouais, exactement. C'est fait doubler. C'est vrai. On a inventé plein de choses avec le Minitel. Les Français ne le savent pas, mais la carte à puce, c'est nous. Oui, c'est vrai. Internet aurait pu être français. Alors ça s'est vraiment passé à 2 doigts. Et on avait inventé, déjà dans les années 80, j'ai des documents, des protos, on avait inventé en fait tout ce dont on parle beaucoup, avec les moteurs IA qui répondent à des requêtes, etc. Il y avait déjà des choses comme ça qui tournaient dans les années 80 sur des machines de l'époque. Voilà. Incroyable. Tu pouvais taper sur un Minitel, mon chien est malade, où puis-je l'amener ?
Et après, il te localisait et il répondait avec la boutique où le vétérinaire le plus proche est ici. Ça paraît fou. C'est ouf. Hein. Ouais, ça paraît fou. Mais personne ne le connaîtra jamais parce que manque de soutien des gouvernements de l'époque et tout ça est parti aux oubliettes. Hein. Et justement, moi j'ai une question. Alors, vous n'avez pas eu de financement participatif et tout ça. Vous êtes débrouillé tout seul. Alors, pas là-dessus. On a mis un petit financement participatif. On en fait de temps en temps, mais très rarement. Parce que c'est quand même assez compliqué. On en a fait un qui a quand même bien fonctionné pour la campagne Micral, justement. Je te parlais les Français sont les inventeurs, et il y a tellement de gens qui ne le savent pas, la micro-informatique, le micro-ordinateur, que tout le monde utilise partout maintenant dans le monde, il y a des milliards d'individus qui utilisent des micro-ordinateurs. Le micro-ordinateur est une invention française. Oui, je crois même que l'inventeur de la souris est français ou un truc comme ça. Il est suisse, peut-être. Ah ouais. Suisse, ouais. Mais en tout cas, le micro-ordinateur est une invention française et finalement, tu vois, il aurait été soutenu, les inventeurs et la société qui ont inventé, la R2E, qui a inventé ce micro-ordinateur, le Micral N, dont nous possédons un exemplaire fonctionnel, tu vois, et bien pour justement arriver à le faire fonctionner et puis nous aider à créer tous les documents, à nous aider à nous déplacer, faire tout le travail nécessaire pour le restaurer et le documenter, nous avons créé une campagne, c'était sur Kickstarter peut-être, je ne sais plus, et qui a remporté un peu plus de 20 000 €, tu vois. Ouais. Pour nous, c'était une grosse campagne. Et elle a très bien fonctionné, beaucoup de gens nous ont aidés, et du coup, on a dans le monde le seul exemplaire de Micral N qui représente le prototype de tous les micro-ordinateurs du monde, fonctionnel dans les collections de MO5. Oui, parce que là, on rappelle, il y a un travail de restauration. Ah oui. Un peu comme les tableaux aussi au Louvre et tout, on restaure les tableaux. Donc, exactement. Il y a des objets, il y a des consoles ou des ordinateurs qui vont arriver cassés, fatigués, qu'il va falloir réparer. 30-40 ans, donc évidemment... Oui, forcément. Et là, on peut le voir dans le musée. Il y a un atelier exactement, pour ça. Exactement. Il y a des gens qui sont en train de réparer... Tout à fait. Parce qu'on parle de 1200 mètres carrés, on va dire, d'exposition dans le musée, qui sont tous les postes jouables, les 140 postes jouables, les bandes d'arcade, les consoles, etc. Et puis il y a toute la partie back-office. Puisqu'en fait, on va fonctionner exactement comme un véritable musée national. C'est-à-dire qu'il y a en gros un tiers d'exposition et 2 tiers d'activités qui sont des activités de préservation, de restauration des œuvres numériques. Ok, donc c'est vraiment un truc vraiment très sérieux, quoi. C'est très très sérieux. Et justement, du fait de notre inscription auprès d'un réseau, notamment européen, avec la Fédération européenne IFGAMP, justement, avec tous nos partenaires européens, et ça va même jusqu'au Japon, aux États-Unis, c'est mondial, eh bien, nous échangeons par contre des idées, des concepts, des méthodologies pour nous aider mondialement à préserver cette culture numérique. Alors, j'ai une question, combien ça coûte ça ? On veut aller au musée, là je viens avec mes enfants, ça coûte combien ? Alors, il y a la grille des tarifs est sur le site web. Il y a un petit musée, il y a le site web du musée qui est donc musédujeuxvideo.org, qui est très amusant si tu vas dessus parce qu'il y a un petit jeu vidéo dans le site du musée du jeu vidéo. La base. Et il y a même un jeu vidéo caché dans le jeu vidéo du site du musée du jeu vidéo. Ils l'ont trouvé les gens ou pas ? Oui, ils vont le trouver. Il faut juste chercher un petit peu. Faut faire baba, gauche-droite, BA, BA. Le Konami code. Faut faire le Konami code. Ça, c'est une bonne idée. On pourrait l'implémenter pour rigoler. Benoît, si tu nous entends, implémente le Konami le Konami code, c'est la base. Ah, c'est la base. Voilà, forcément, obligé. De notre culture. Ouais. Et ça coûte combien ? Voilà, donc il y a une grille de tarifs. Donc le tarif maximum de base, plein tarif, c'est 9,90. C'est pas cher. C'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Parce qu'on a tout fait pour vraiment tirer les tarifs vers le bas au maximum. Et sachant que, et ça c'est important que les gens comprennent, c'est que justement, à contrario au moins du premier musée dont on a parlé, l'Arche de la Défense notamment, c'est vraiment un musée qui est associatif et bénévole, en fait. C'est un musée lorsque les gens... Toi, tu vas venir nous voir, ou moi maintenant, d'ailleurs, puisque je prends la parole pour le musée du jeu vidéo de l'association MO5, je suis bénévole, en fait. Okay. Personne n'est payé, il n'y a aucun salaire. Tout le monde est là à titre gracieux pour justement que cette culture du numérique et du jeu vidéo puisse persister. Alors moi, je trouve ça beau, mais en vrai, ça devrait être un métier. On aimerait bien, mais on verra plus tard, tu vois. Non, mais reconnaissance de l'État par rapport à ça. Ça va arriver, je pense que ça va arriver, parce qu'il y a des très bons signes de ce côté-là, notamment du côté du ministère de la Culture, où, allez, je fais un petit teaser, je peux me permettre. Oui. Voilà. Mardi prochain, donc je ne sais pas si on peut donner la date. Vas-y, donne la date. Voilà, ça sera mardi. Alors, j'ai pas la date en même temps. On sera le 16. On sera le 16 ? Ouais, le 16 décembre. Très fort. Donc, mardi 16, je crois, nous ferons une annonce qui va déboîter, si je puis dire. Ah oui ? Voilà.
et justement qui va... Vas-y, tu peux faire l'annonce, sera diffusé. Je ne peux pas. Ça va être confidentiel, on sera diffusé déjà. Ben justement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, mais voilà, suivez notre actualité. Le mardi 16, on va faire un communiqué de presse qui va changer la donne pour le patrimoine du jeu vidéo en France. Ok. Voilà. Mais là, Mark my words. Voilà, il y a le musée. J'imagine qu'il y aura des sorties scolaires. Moi, je trouverais ça génial qu'il y ait des sorties scolaires par rapport à ça. Exactement. Pour les justement, enfants. on a prévu des tarifs très dégressifs jusqu'à la gratuité selon les tranches d'âge, les enfants, etc. Les enfants, par exemple, de moins de 6 ans, c'est gratuit. Voilà. Est-ce qu'on devrait justement raconter l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo aux jeunes enfants à l'école ? Je pense que ça serait presque nécessaire en fait. Voilà. Ils ne le font pas aujourd'hui ? Ils ne le font pas du tout. Parce que le numérique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le média le plus moderne auquel on était confronté et il a changé profondément notre société. Tout est numérique autour de nous. Nous avons tous des ordinateurs, des consoles de jeux, des machins, des smartphones, des bips, même ton truc de porte pour taper ton code à la porte. C'est numérique. Il est numérique. Tout est numérique autour de nous. Et je parle même pas des IA, des machins, des chatbots, etc. Et donc, ne pas comprendre ou omettre l'évolution de ce média-là pour comprendre comment on en est arrivé là, ça serait un non-sens culturel total par rapport à notre civilisation. Alors que ça fait partie de notre quotidien. Exactement. Et que ça transforme notre quotidien. Que l'humain s'adapte au numérique. Il a créé le numérique et maintenant l'humain s'adapte au numérique. Donc évidemment, il faut absolument garder les traces de toutes ces évolutions-là. C'est exactement la mission de l'association MO5 avec son musée de jeux vidéo et toutes ses activités depuis 23 ans et tous nos partenaires dans le monde. Oui, mais alors, aujourd'hui, le jeu vidéo, ça change beaucoup. On voit que les consoles, elles changent énormément. On passe au numérique, la dématérialisation. Il y a beaucoup de jeux, ils sortent pas en version boîte. Et même les consommateurs. Les consommateurs, c'est un peu de leur faute aussi, les Français. Et ils téléchargent majoritairement les jeux. Parce que c'est moins cher. Des fois, c'est moins cher, pas tout le temps. Tout le temps. Non. Ridicule, souvent, c'est plus cher, mais je trouve c'est moins cher quand tu l'achètes en magasin. Toi, ça pose un problème pour... la conservation du jeu vidéo. C'est terrible. Comment on va faire là dans quelques années quand on aura des... Pour tous les hommes et les femmes, partout dans le monde, comme MO5, mais il y a plein d'assauts en France, Silicium, Ordi Rétro, Musée Replay, on peut en citer plein. James Game Center, qui est un partenaire du musée. Eh bien, il n'y a jamais eu de plus grand danger à la surface de la planète depuis l'avènement du dématérialisé dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que pour la conservation, pour la conservation, pas pour l'humanité. Pour l'humanité, tout va. Je parle bien de la préservation des jeux vidéo. C'est-à-dire que tous les efforts qu'on fait depuis 30-40 ans à peu près pour préserver les jeux vidéo, les ancêtres, les anciens supports, etc., tout peut partir à la poubelle à cause de la dématérialisation. C'est terrible. Et c'est exactement, tu vois, pour faire un parallèle avec qu'on s'appelle, je suis de temps en temps amené, tu vas faire des conférences sur ce thème-là, forcément, parce que c'est quand même le cœur de métier de l'association que j'ai créée. Et donc, je suis amené souvent à faire des conférences. Et dernièrement, j'en donne une à Reims dans laquelle je faisais un parallèle avec le cinéma. Actuellement, quand tu allumes ta télé, ou ton smartphone, ou whatever, tu peux regarder des chaînes payantes, majoritairement, ou non, dans lesquelles tu as accès à des œuvres qui appartiennent à des ayants droit, et tu dois souvent payer pour avoir accès à ces œuvres. Et c'est normal quelque part, puisque c'est des œuvres qui ont été créées par des gens, des hommes et des femmes, qu'il faut bien financer, payer à un moment donné. Tout à fait. Eh bien, le jeu vidéo, à cause de la dématérialisation, un jour peut-être, tu n'auras plus du tout accès à toutes ces œuvres-là. C'est comme si maintenant tu voulais voir le film Planète Interdite, Forbidden Planet, qui est un des monuments de la SF contemporaine. C'est le film de référence culte de la SF. Tu es fan de SF, tu es cinéphile, tu connais par cœur Forbidden Planet. Tu peux le voir parce que tu vas l'acheter, la diffusion sur des chaînes payantes, etc. À cause de la dématérialisation du jeu vidéo, ça ne serait plus possible. Parce que maintenant, les jeux que tu achètes, et c'est maintenant, je ne te parle pas d'un futur lointain, c'est maintenant. Tu achètes tous tes jeux sur un market, quel qu'il soit. Et je ne te parle pas d'un éditeur en particulier, c'est tout est pareil. Steam, Nintendo, Sony, Microsoft, n'importe. Voilà. Tu achètes plein de jeux, tu mets 1 000 € de jeux. Okay. Tu as une belle librairie, tu es content. Demain matin, à 2h du matin, il y a un mec, un ayant droit, chez l'éditeur qui supporte le market, il dit on fait faillite. Voilà, on n'a plus de sous. On ferme. Il prend sa souris, il clique sur un bouton, et tu n'as plus rien. Tu as tout perdu. Et tu ne peux rien faire.
Bah oui, mais en même temps, c'est aussi une question de device, non ? D'avoir la console qui permet de faire tourner le jeu. Pas uniquement, parce que les jeux vidéo anciens, lorsqu'ils étaient encore matérialisés, certains le sont encore, hein, je rappelle qu'il y a eu des pétitions de Nintendo pour que les gens, s'ils voulaient voter, gardaient des cartouches physiques, pour notamment les Switch. Oui. Et beaucoup, et ça a remporté un franc succès. Un grand suffrage de personnes ont dit oui, on voudrait des cartouches physiques. Mais les cartouches physiques, les jeux que tu achètes physiquement, tant que tes plateformes physiques fonctionnent encore, et je peux te dire que chez nous, elles marchent toutes, depuis 1958, tu vois, eh bien, il n'y a aucun problème. Personne ne va t'embêter par rapport à cela. Tu as acheté une œuvre, tu as acheté un média, tu as acheté un support, un jeu, voilà, et personne ne vient t'embêter parce que ta cartouche Mega Drive est sur ton étagère. Personne jamais vient t'embêter. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Là, avec le dématérialisé, il faut bien que les gens comprennent que les œuvres ne leur appartiennent plus. Alors, il y a le dématérialisé, il y a aussi les jeux-services qui fonctionnent avec le online. C'est-à-dire, dans quelques années... la couche supérieure, voilà, j'ai envie de dire. Dans quelques années, il y a certains jeux, on a la version boîte, mais les serveurs ont fermé et ça sera compliqué tu peux même plus activer les codes, etc. Voilà, il nous restera les vidéos YouTube pour se souvenir du jeu, quoi. Ouais, ce qui est scandaleux. Et moi, je me rappelle très bien, tu vois, une anecdote, pas rigolote, mais en fait, non, j'ai vraiment pas rigolé quand je suis tombé là-dessus. J'étais en train de ranger un don de jeux PC, parce que l'association MO5 reçoit beaucoup de dons. Et avec le musée de jeux vidéo, je pense qu'elle en recevra encore plus, et c'est tant mieux, puisqu'il faut, je le dis maintenant, à peu près 95 ou 98% des jeux vidéo jouables au musée sont des dons. Sont des dons à chaque fois. Qu'ont fait des Françaises et des Français à MO5 pour être préservés et valorisés au sein de l'exposition et du musée. C'est très beau, c'est super chouette. On fait vivre leurs souvenirs et leurs mémoires, leurs premiers émois, en ayant touché leur première console ou premier jeu vidéo. C'est bien. C'est bien. J'aime bien la philosophie. La philosophie est belle. Exactement. Et donc voilà, j'étais en train de ranger un don de jeu PC, tu vois. Et puis il y avait un Mass Effect, voilà, PC qui est rentré. J'étais super content. Il y avait les 3 à l'époque, tu vois, les 3 en boîte. Et j'ouvre la première boîte et c'était le coup de il n'y a pas de support, il y a juste un bout de papier avec un code. Mais oui, il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. Et c'est scandaleux. Évidemment, le code avait été utilisé, donc tu ne pouvais plus l'installer. Donc en fait, la boîte, elle ne servait à rien. Donc écologiquement, si tu veux, on était dans un néant total d'absolu même de sens, puisqu'il y avait un bien qui était à moitié matérialisé avec une boîte, une impression, une jaquette, etc., mais qui ne servait à rien, puisque le code à la con qui contenait était bon à foutre à la poubelle. Donc en fait, ça servait à rien tout ça, c'était ridicule. Ouais, voilà. C'est vrai. Malheureusement, c'est comme ça avec certains jeux. Même des jeux, il y a eu, je ne vais pas dire le nom, mais je pense que tout le monde le sait. Il y a des éditions collector où il n'y avait rien dedans. Et même des fois, tu as le Blu-ray. Tu vois, tu achètes le jeu, tu as le Bluray, tu dis, super, j'ai acheté un support physique, je suis pas embêté. Non, tu télécharges. En fait, il n'y a rien dans le Blu-ray. Il y a juste un truc en disant, appuyez sur le bouton et là, je vais télécharger. Il n'y a rien dans le Blu-ray. C'est vrai que c'est comme ça. C'est ridicule. Et écologiquement, c'est un non-sens total. C'est vrai. Parce qu'un des vrais sens, ou en tout cas, un des bons sens, des points positifs de la dématérialisation, c'est au moins que écologiquement, ça doit coûter moins cher à la planète. Ça serait logique parce qu'il n'y a pas le transport, la fabrication du plastique. Lorsque tu as le cul entre deux chaises, entre une boîte vide, mais que tu reçois quand même, qui est envoyée par machin, mais c'est ridicule. Pourquoi faire ça ? Ça n'a aucun sens. Et c'est très frustrant pour des conservateurs de ce patrimoine-là. On le voit là, le jeu vidéo, rétro gaming, ça cartonne. Et du coup, comme ça cartonne, les prix de certains jeux en rétro gaming ont commencé à exploser. Oui. Je me souviens, il y a quelques années, ça coûtait pas très cher d'acheter des jeux, des vieux jeux. On arrivait à s'en tirer avec 2-3 euros. Là, maintenant, il y a des prix qui explosent avec des jeux qui coûtent encore plus cher qu'auparavant quand on les achetait. Comment t'expliques ça ? Alors, avant de t'expliquer, je vais d'abord te donner une anecdote. Pareil, j'aime bien les anecdotes et puis ça permet de bien imager le propos, tu vois. J'étais en train de trier des cartouches Neo Geo. Voilà. C'était la Rolls des consoles de salon. En 90, ça coûtait un bras. Voilà, on rappelle, c'était des jeux qui étaient l'équivalent des bornes d'arcade dans les années 90. Et un jeu, ça coûtait 2000 francs. Donc 300 euros. C'était pas cher. 2000 francs, c'était même 2005, 3000. C'était vraiment super. Aussi cher que la console. Mais c'était les meilleurs jeux à l'époque. La console 3000 francs. Et pour avoir un jeu, c'était 3000 francs de plus. Ah ouais, ça c'était la folie. Incroyable. Bon, bref. Et voilà, donc j'étais en train de ranger des jeux Neo Geo. Et puis, il y avait, c'était pour un ami, il m'avait demandé de lui donner un aperçu de quelle était la valeur, toi, à l'œil. Tu vois, de temps en temps, on rend des services comme ça, la valeur d'un jeu, selon ce qu'il va en faire, tu vois, peu importe. Et puis, je vois un jeu que je connaissais pas. Alors, je suis pas un expert Neo Geo, je le dis clairement, je connais
un petit peu, mais pas trop. Mais je connais les meilleurs jeux, toi, les Neo Geo, les Metal Slug. Les Metal Slug. Voilà, moi, je jouais à Baseball Star. C'est génial. Voilà, le jeu de bowling, super bien. Ah ouais, aussi. Incroyable. Enfin bref, voilà. Mais ce jeu-là, je ne connaissais pas, si tu veux. Puis il y aura des captures d'écran derrière, parce que je ne connaissais pas. Bon, ça n'a pas l'air super, tu vois, une espèce de platformer un peu pourri. Bof, j'ai dit, écoute, pour moi, ça vaut que dalle. Je sais pas, 75 €, tu vois, d'occasion, tu vois, on s'en fout. Mais j'avais un doute. Hein. Tu vois, j'ai douté parce que comme je ne connaissais pas le jeu, c'était difficile de dire exactement la cote, tu vois, ou de l'aider à trouver une cote. Et j'ai appelé Rafik. Rafik, c'est un ami, aussi il m'entend. Et lui, c'est un des experts nationaux de la Neo Geo. Voilà. Il y a 2-3 mecs qui sont les plus grands savants du monde de la Neo Geo. Lui en fait partie. Et je lui montre, je lui envoie les photos. Et il me dit, mais Philippe, tu as dans ta main 17 000 € minimum. C'est pas vrai. 17 000 balles. Le jeu à 17 000 €? Oui. Parce qu'en fait, et pour t'expliquer pourquoi, parce que pour un collectionneur de Neo Geo, il y en a beaucoup dans le monde, hein, la Neo Geo, ça a été vendu un peu partout, Japon, États-Unis, Europe, etc. Et en fait, c'est un des tout derniers jeux sortis pour la Neo Geo très tardivement. Il y en a eu très très peu, quelques centaines, peut-être 200, qui ont été vendus, je ne sais plus, peut-être 200, 300, tu vois, mais vraiment très 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 peu. Et donc c'est un jeu qui, lorsqu'il sort sur une enchère dans le monde, il en sort, il m'a dit, les chiffres c'était, il en sort un tous les 5 ans. Oh la vache. Et ils partent à des prix, mais affolants. Oh la vache. Et là, je parlais de 17 000 €, il y a quelques temps. Peut-être, toi, dans 2 ans, il va ça partir augmente. à 30 000. Ça augmente sans cesse, parce que la rareté de ces objets que veulent absolument acquérir les collectionneurs, eh bien, en fait, ils sont prêts souvent à mettre pour un objet des sommes extravagantes. Donc, l'augmentation des prix, c'est parce qu'il y a de moins en moins de jeux disponibles. Et oui, et comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que ces jeux-là et ces machines-là ne sont plus fabriqués depuis très longtemps. Et comme les gens, soit continuent d'en jeter, ou les machines disparaissent au cours d'un déménagement, ou elles partent à la poubelle, ou elles sont foutues à cause d'une inondation. Ça, c'est le cas super connu. Hein. Tu stockes ça dans ta cave ou ton grenier, et un jour, tu ouvres et ça pue, et puis en fait, tu as une inondation, et tout est foutu. Oui, c'est vrai. Et chaque fois que ça se produit, ça se produit, à mon avis, tous les jours, quelque part dans le monde, eh bien, le patrimoine vidéoludique diminue tout le temps. Et ça augmente la valeur. Et la valeur augmente en fonction, parce que la rareté fait la valeur. Voilà. Dans les pièces que vous avez les plus rares, en jeu vidéo, vous avez quoi de plus rare dans le musée du jeu vidéo qu'on pourrait voir, qui coûte le plus cher? Ah, je sais pas trop. Vous avez les cartouches de Super Mario qui sont vendues à 3 millions d'euros aux enchères et tout ça, vous n'avez pas ça? Non, ça c'est improbable quand même, ça. Non, c'est complètement improbable. Non, mais là, ça atteint des sommets. J'ai envie de qualifier ça, mais c'est très personnel. J'ai envie de dire que c'est ridicule, en fait. Ça part. Ça vaut ce prix-là? Vraiment? Absolument pas. Mais alors pourquoi ça a dépassé des millions de dollars? Alors, parce que, en fait, il faut bien voir que le marché du jeu vidéo d'occasion, rétro gaming, se transforme. Et on quitte en fait le terreau du pur jeu vidéo pour le mode plaisir, même collectionneur, pour atteindre un marché qui jusqu'à présent on pensait absolument inaliénable, c'est le marché de l'art. Okay. Une cartouche Super Mario à 3 millions de dollars, ou je sais pas combien là, c'est un objet d'art en fait. Il est vendu comme un objet d'art. C'est beau quand même de se dire que maintenant le jeu vidéo ça devient de l'art. Tu vois, avant nos parents ou grands-parents, ils avaient un Picasso, ils disaient voilà, ça vaut X millions d'euros. Ben là, tu peux peut-être afficher un jour une cartouche de Super Mario mint in box. On rappelle, c'est une cartouche qui est encore scellée, jamais ouverte. Voilà, ce qui est très mal d'ailleurs hein, en termes de préservation, c'est le mal absolu. Je croyais que tu allais nous recommander justement de se dire acheter des jeux en version collector, vous les ouvrez jamais. Ah bon? Ah non, si vous achetez des jeux anciens, hein, vraiment anciens, et qui sont encore scellés, ouvrez-les. Mais ça perd de la valeur si on les ouvre. Peut-être, mais ça va les sauver. Parce que sinon, ça se détériore. Oui. Je savais pas ça. Eh bien oui. Moi, je croyais que ça, ce sont des compétences de conservateur en préservation du patrimoine numérique. Ok. En fait, il faut bien le savoir, juste pour vous expliquer très brièvement, et pas du tout scientifiquement, je ne suis pas un scientifique, c'est qu'en fait, que ce soit les consoles, les ordinateurs ou les jeux eux-mêmes, ils sont tous composés de papier pour les notices et surtout de plastique. Dans la cartouche, tu as une PCB, tu as une carte mère en plastique sur laquelle tu as des composants, les ROM, les machins. Tu as un emballage, la fameuse cartouche elle-même en plastique, qui est souvent composée de plusieurs matières plastiques différentes d'ailleurs, de compositions différentes. Autour d'elle, tu as un emballage en plastique et le scellé lui-même est en plastique. Et en fait, il faut le savoir, c'est que chimiquement, toute la durée de vie d'une matière plastique, sachant que ça vit 1000 ans, eh bien, ces matières-là, plastiques, émettent des gaz qui sont toxiques d'ailleurs, au passage.
Et le problème, c'est que ces matières plastiques, elles sont très différentes en composition chimique les unes des autres. Elles n'émettent pas les mêmes gaz. Ces mêmes gaz et ces matières plastiques, lorsqu'elles interagissent entre elles, ça peut créer des dégâts considérables. Ah, je savais pas. Ça peut faire fondre certaines matières plastiques. Carrément fondre. Ça peut oxyder les métaux qui sont à l'intérieur, les gaz rares qui s'en dégagent, etc. La première notion, je dis ça et après chacun fait ce qu'il veut, la première règle de base pour un collectionneur de vieux jeux vidéo anciens, de vieilles machines, etc., d'une part, c'est ne jamais mettre les machines et les jeux au soleil. Ouais. Contre les UV, logique, parce que ça blanchit, parce que ça détériore, ça décolore, ça jaunit les matières plastiques, et aussi de stocker tout cela dans des espaces aérés qui vont en fait véhiculer naturellement tous les gaz émis par les matières plastiques. Sinon, c'est foutu. Quand on est conservateur, on préfère les jeux qui étaient sur cartouche que sur CD et DVD et Blu-ray. Il n'y a pas de règle. D'ailleurs, j'ai envie de te dire même que tout jeu vidéo doit être sauvé, tu vois. Oui, mais on ne fait pas de différence. C'est plus facile sur cartouche parce que les supports sont beaucoup plus pérennes que les CD, DVD ou Blu-ray. Qui se rayent, qui se détériorent avec le temps. Voilà, tu y a on a vu ça sur les laserdiscs ou certains CD, tu as de la moisissure qui vient entre les deux couches de matière plastique. Une nouvelle fois, tu vois le problème. Des matières plastiques, tu as une colle au milieu. Ben, la colle, en fait, elle s'altère parce que c'est une colle à partir de matière biologique. Je ne connais pas la composition. Et en fait, elle s'altère et les deux disques peuvent se décoller, en fait. Mais ton jeu, il est niqué, il est foutu, en fait. Il vaut plus rien. Donc, que ton jeu, tu vois, c'est là où, entre l'objet d'art qui rentre dans le marché de l'art, vraiment, ou du marché de collection pur et dur et potentiellement vraiment excessivement cher, et la collection du fan de jeux vidéo, c'est-à-dire de jeux vidéo qu'il apprécie lui, en fait, j'ai envie de dire que le joueur lui-même, même s'il a des jeux très chers, il devrait avoir envie de jouer à ces jeux. Oui. T'achètes un Metal Slug sur Neo Geo, ça vaut 4000 balles. Bien sûr. Et c'est un jeu qui est un des meilleurs platformers 2D du monde. Non, mais à l'époque, quand on achetait ça, on savait pas que ça allait prendre de la valeur. Maintenant, il y en a qui savent. Donc, alors, il y a des scalpers, il y a des gens qui achètent, etc. Mais alors pour nous, c'est assez problématique aussi, parce que quand quelqu'un achète, par exemple, des prototypes, il y a des prototypes de jeux vidéo qui se vendent de temps en temps sur des marchés aux enchères. Prototypes de consoles. De consoles, de jeux vidéo, de cartouches. Tu vois, on peut trouver de temps en temps des ROM, des PCB avec des prototypes de jeux Super Nintendo. Voilà. Et il y en a peut-être 2 exemplaires dans le monde, ou 3, tu vois, très peu. Ce sont des prototypes qui étaient des fois envoyés aux journalistes, à Game One peut-être. C'est arrivé, voilà, c'est arrivé. Voilà, tu vois. Et il y en a excessivement peu. Donc si des collectionneurs ardus veulent absolument les full sets, comme on dit, de tous les jeux Super Nintendo, ils voudront cet item-là. Et ils vont mettre des sommes folles. Et le problème, c'est que nous, conservateurs du patrimoine numérique, l'association MO5, elle n'a aucune subvention, elle n'a absolument aucun moyen de concurrencer un achat, où qu'il soit dans le monde, à hauteur de plusieurs millions d'euros, parce que c'est une pièce exceptionnelle à préserver. Bien sûr. Ouais. C'est impossible. Oui, c'est sûr. Donc, au contraire, tu vois, ce mécanisme qui est finalement un petit peu quand même naturel, de raréfaction et de mise en valeur des objets qui remplacent le patrimoine ancien, comme étaient les armoires normandes, l'orfèvrerie, etc. Tout ça, c'est remplacé par, notamment, en partie, en tout cas, des jeux vidéo et des consoles de jeux dont la cote explose et devient excessivement chère. Voilà. Mais pour nous, c'est problématique parce qu'on ne peut pas les acquérir. Et si on ne peut pas les acquérir, on ne peut pas les préserver. Mais vous avez quand même des jeux qui sont super rares. C'est quoi le jeu le plus cher qu'on peut voir au musée du jeu vidéo ? Là, j'ai pas trop d'idées. Je n'oserais pas. Je suis bien embêté ou pour ton préféré, ou ton préféré à toi. Il y a un Metal Slug à plusieurs milliers d'euros. Il y a un Radiant Silvergun qui doit valoir plusieurs centaines. Je sais pas, tu vois, il y en a plein. En fait. Et console ou machine. Bien sûr, oui, des machines aussi. Il y a des machines à plusieurs milliers d'euros. Lesquelles, par exemple? J'ai même envie de te dire, tu vois, pouf, voilà, pour arriver sur un non-sens. Voilà. Une anecdote, j'aime beaucoup les anecdotes, c'est plein de petites histoires. L'association MO5 est plein de petites histoires très intéressantes. Lorsque nous avons acquéri le Micral N, donc ce prototype de premier micro-ordinateur du monde, donc on l'a acquis, on a fondé cette campagne à 20 000 euros, voilà, pour nous aider à l'acquérir, parce que c'était une vente, ça coûtait des sous, beaucoup de sous. Et puis tout l'aspect communication, acheter les pièces, réunir les équipes, enfin faire tout le tralala nécessaire pour sauver cette machine, la documenter. Et à un moment donné, lorsqu'on faisait des lives pour montrer la réparation, la restauration de la machine en cours, il y a un commentaire qui nous a subjugués. Mais vraiment. Et le commentaire, c'était en gros, je paraphrase à peine, « Ah ouais, mais
Là, vous avez levé 20 000 euros pour sauver ce Micral N. Ça veut dire qu'en gros, il vaut 20 000 euros. Toi, je paraphrase. Ah non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais justement, et comme il est si cher, c'est votre faute s'il vaut si cher. Et du coup, moi, si j'en veux un, je peux pas me mettre autant. Mais ça n'a aucun sens, mec. Non, c'est pas ça. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est ridicule. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment très vulgairement tiré de l'autre côté du tapis, mais c'est vrai que cette notion de prise de valeur, des fois même inconsidérée, d'items liés à l'histoire du jeu vidéo, pour nous est très problématique. Mais elle n'est pas que pour MO5, j'entends. C'est vraiment pour les entités mondialement disséminées, qui préservent le patrimoine numérique, aux États-Unis, au Japon, partout dans les pays européens. Ces entités-là sont incapables de mettre 1 million d'euros pour acquérir, par exemple, un des prototypes de PlayStation, tu vois. J'adorerais avoir la PlayStation, la vraie, bien sûr. C'est-à-dire le lecteur CD pour la Super Nintendo, oui. Tourne bien. J'adorerais l'avoir dans les collections de l'association et pouvoir le mettre au musée. Mais il a failli partir aux enchères à 350 000 $, je crois, ou plus. Oui, là, c'est impossible de l'avoir. C'est impossible pour nous. Par contre, si jamais le possesseur de la PlayStation nous écoute, je le connais en fait, eh bien, il peut tout à fait faire ce que font des centaines de gens ou des milliers de gens par an à MO5, c'est en faire un don. Voilà. D'accord. Et en faisant un don à MO5 ou une autre institution mondialement connue, reconnue pour préserver le patrimoine numérique, eh bien, cet objet-là sera préservé comme il se doit. Alors, ça se passe comment ? Là, par exemple, j'ai des vieilles consoles, j'ai envie de vous les donner. On fait quoi ? On va sur le site internet ? Tu vas sur le site internet, tu as un gros bouton « Faire un don ». Tu peux faire un don financier, si tu veux. Il y a plein de compagnies qui nous aident. On remercie Flair, dernièrement, qui nous a fait une jolie donation. Flair, ils font des caméras thermiques professionnelles, etc. Donc, c'est super gentil. D'ailleurs, je signale à ce passage que MO5 est reconnu d'intérêt général. Donc, ça permet de défalquer une partie, 66%, je crois, de la part des impôts de ton don financier. Donc, c'est intéressant, des fois. Et sinon, tu peux faire un don matériel. Voilà. Et le don matériel, je le dis souvent, des fois, ça peut être une cartouche, un magazine, n'importe quoi. Tout est important, tu vois. N'importe quoi. Tout est important dans le patrimoine numérique. Et des fois, on nous fait des dons substantiels. Un des plus gros dons qu'on est allé chercher, c'était 2 camions de 20 mètres cubes. Ah, vous allez les chercher ? Ah oui, quand c'est important et qu'il faut se déplacer, on y va. Ah, c'est bien. Et même aux 4 coins du monde, s'il faut, il n'y a pas de problème. Il y avait quoi dans les cartons ? 2 camions de 20 mètres cubes, tu en mets beaucoup. Ah ouais ? 2 camions de 20 mètres cubes. Que des consoles, des jeux. Des jeux, des machines, des ordinateurs. Génial. C'était la folie. Donc François, je te remercie, tu te reconnaîtras. Et voilà. Et donc c'est incroyable. Mais je le répète, c'est hyper important parce que l'association MO5 n'a aucune subvention. Voilà. Donc on travaille à fonds propres. Il n'y a absolument aucun salarié au sein de MO5. Voilà. Oui, vous êtes vraiment bénévole. On est tous bénévoles. On a un seul but dans la vie, c'est préserver notre culture à nous tous, du jeu vidéo et du numérique. Et lorsque les gens nous font des dons, ces dons-là sont uniquement utilisés dans nos collections pour être restaurés, préservés et éventuellement valorisés dans des expositions comme au musée du jeu vidéo. Et là, la boucle est bouclée. Là, est-ce que le jeu vidéo a sa place vis-à-vis des gouvernements ou par exemple de la télévision ? Est-ce que par exemple tu trouves que le jeu vidéo a sa place en ce moment en France ? Il l'a de plus en plus. Or, il ne l'a pas eu pendant trop longtemps, j'estime. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, il n'y avait pas encore de musée d'envergure nationale du jeu vidéo en France. Voilà. Mais malgré tout, c'est en train de changer. Justement, tu trouves que ça change ? Parce que par exemple, à la télé, quand j'allume la télé sur France Télévisions ou d'autres chaînes, je ne vois pas forcément des documentaires sur l'histoire des jeux vidéo. Tu sais, tu travailles chez Game One, qui est une chaîne d'une Je travaillais. Il n'y a pas ça. C'est dommage. Non, mais parce que c'est un ancien média. La télévision, c'est un très vieux média dans ses anciennes formes et qui finalement a beaucoup lutté quelque part contre le jeu vidéo, qui accapare du temps de cerveau disponible. Oui, qui accapare l'écran. Voilà. Mais on peut regarder la télé en jouant à la Switch 2, par exemple. Ouais, mais bon, t'es beaucoup moins disponible, donc tu absorbes moins les publicités, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, donc le débat, il est là. C'est que, mais par contre, institutionnellement, non. Là, actuellement, on a, en tout cas, je parle pour MO5, parce que, évidemment que je préside, donc je suis très au courant. Donc, on a d'excellentes relations avec le ministère de la Culture. Voilà. Et on essaie de faire venir le ministère de la Culture à notre musée du jeu vidéo. On aura une annonce, je l'ai dit, mardi prochain, le 16, très importante pour le jeu vidéo,
issus d'un corps institutionnel majeur en France, je n'en dis pas plus, et qui vont supporter le jeu vidéo en France. Donc, tu vois, nous-mêmes, d'ailleurs, nous participons finalement toujours à cette valorisation du jeu vidéo et de son patrimoine en France. Et chaque étape que nous franchissons pour arriver à le valoriser, le musée de jeux vidéo est une étape majeure pour cela. Et tous les soutiens que l'on reçoit pour le musée de jeux vidéo et pour l'association y participent. Tous les Français et les Françaises peuvent soutenir MO5. Et tous ensemble, nous soutenons cet effort-là. Et je puis te garantir, Julien, que nous réussirons à en faire en sorte que l'histoire du jeu vidéo soit reconnue officiellement comme importante en France. Je vous fais confiance. On se voit peu, on se voit à la Paris Games Week à chaque fois, mais je vous fais confiance. Tu viendras au musée. Je viendrai au musée, avec grand plaisir. Obligé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans ce podcast. C'était passionnant. Franchement, c'était un plaisir. Et donc, on se retrouve... On se voit pas assez, Julien. Et c'est vrai. On se retrouve au musée du jeu vidéo, à Arcueil, pour découvrir les jeux vidéo, l'histoire des jeux vidéo. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Vraiment, ça m'a fait très, très plaisir de te revoir. C'était hyper agréable. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. On aura notamment d'autres invités qui viendront dans ce podcast tant qu'il y aura du Wi-Fi. À bientôt. À bientôt.